Tous mes vœux, amis de la chaîne et amis des dramas, bienvenue pour l'édition 2025 de ce contenu, même si la sélection du mois reste axée davantage sur la production fin 2024, calendrier de visionnage oblige. Bonjour, bienvenue sur Décalé. Sur la dernière minute, on nous a sorti pas mal de choses intéressantes et je dois dire que j'ai eu un regain d'intérêt sur la production coréenne. Alors est-ce parce qu'il y a une lassitude sur la production chinoise? Je ne sais pas. J'ai commencé en effet pas mal de choses que j'ai laissé tomber, ça m'arrive de plus en plus et dont je ne vais pas parler ici, mais il y en a eu quand même vraiment beaucoup et de plus en plus souvent. N'empêche, même avec mes abandons temporaires ou définitifs, je vais avoir beaucoup de choses à vous présenter, mais vous verrez que c'est vraiment Team Corée qui va ouvrir en force le bal de cette nouvelle édition 2025. Les tops When the Phone Rings. J'ai commencé cette série coréenne dispo sur Netflix, principalement par curiosité pour l'acteur principal qui m'avait tapé dans l'œil dans Mr. Sunshine. Et je ne suis pas déçue du voyage et malgré un début un peu déstabilisant où même je rigolais sur les caisses qu'on faisait sur le perso masculin filmé toujours en mode dégoulinant d'admiration et une narration en flashback un peu chaotique, arrive la fin de l'épisode et j'étais définitivement accro. Cette série est vraiment addictive avec de bons twists qui t'accrochent bien au début et même s'il y a des incohérences et des trucs franchement pas crédibles dont une fin alambiquée, j'ai vraiment beaucoup aimé cette série qui quand elle est à son top jongle parfaitement entre thriller psychologique et tension érotique dans un joli jeu de chat et souris entre les persos principaux. Le pitch à minima car je ne veux pas gâcher les twists, une bichette martyre muette après un accident traumatique dans son enfance a été contrainte d'épouser le fils d'un politicien histoire de remplacer au pied levé sa demi-sœur qui s'est barrée dans la nature la veille du mariage. Depuis 3 ans, le couple cohabite dans le secret et de manière glaciale, mais v'là-t-il pas que le kidnapping de la nénette par un psychopathe qui en veut visiblement au mec va bouleverser la donne, alors que le psycho téléphone au type et fait sa demande de rançon. Scandale et secret, enquête policière dans le fond, mais bien sûr, surtout une relation intrigante et une alchimie du feu de Dieu entre les deux persos qui cachent leur jeu depuis des années. Love Your Enemy. Pas du tout dans le même genre, une joyeuse comédie coréenne de seconde chance pour un homme et une femme de famille rivale et qui, se connaissant depuis l'enfance, ont manqué leur histoire d'amour commencée dans le secret au bahut et qui a viré au vinaigre dans le malentendu général. 18 ans plus tard, le destin les remet en présence alors que la famille du mec a l'occasion de mettre enfin la main sur la propriété de la famille de la fille, c'est-à-dire l'école où les deux sont tombés amoureux et où la nana travaille maintenant en tant que prof de sport un brin loseuse, notamment en amour vu qu'elle ne mise jamais sur le bon cheval. Piqué au vif que la nana ne le reconnaisse pas et soi-disant oublier leur ancienne relation, le mec va s'imposer comme son patron et les deux se fritent joyeusement alors que les sentiments jamais vraiment morts refont surface comme le chantait si bien Brel. On a vu souvent rejaillir le feu des anciens volcans qu'on croyait trop vieux. Auront-ils une deuxième chance entre les autres soupirants et les complications familiales? Le couple est adorable, que ce soit dans sa version passée et présente, et c'est une série pas prise de tête qui fait vraiment du bien dans l'amorosité ambiante. Dreaming of a Freaking Fairy Tale. Autre gros coup de cœur qui va vous faire du bien en morale, c'est cette pétillante réinterprétation coréenne du cliché de Cendrillon, un incontournable des dramas et je vais dire d'intrigue universelle à destination des nanas, en dehors bien sûr de La Belle et la Bête, ce qui me permet de souligner que les Coréens font ça très bien alors que nos scénaristes occidentaux se plantent joyeusement dans les grandes longueurs dans leur adaptation moderne de Girl Boss. Ici on a bien une modernisation de l'histoire qui commence en reprenant tous les codes et les éléments narratifs, mort du père, marâtre et les deux sœurs, fille pauvre rencontre garçon riche, citrouille chaussures, marche et minuit, scène de bal et patati et patata, donc on a tous les codes, mais comme dans nos versions modernes occidentales, le mythe est mis à mal car moqué et critiqué par de nombreux personnages, dont le prince charmant, pas très charmant au début, et on insiste sur le fait que le perso féminin peut s'accomplir toute seule et doit dépasser l'idée d'être sauvée par le mec riche providentiel. Mais en même temps, l'histoire reste fidèle au conte et ne le trahit pas dans son essence fondamentale. D'abord, je rappelle que Cendrillon n'est pas si passive qu'on veut bien le dire, elle va quand même proactivement à la pécho au mec et donc agent de son destin. Il n'y a rien de mauvais à avoir comme perso principal une jeune femme courageuse, résiliente et travailleuse qui n'a pas sombré dans la bitcherie et le sarcasme et continue tout en étant gentille de croire en ses rêves. Ce que cette série fait de bien, en dehors de nous divertir, c'est qu'elle ne pisse pas à l'arrêt de la romance, elle, et développe le perso très accessoire du prince charmant en lui donnant également une évolution personnelle. Alors vous me direz, punaise, les deux persos sont drôlement immatures et je dirais ok,
Oh que oui, mais ça ne me dérange pas sur une série qui s'affiche explicitement comme un conte ou une fable et où les deux persos sont codés comme des enfants qui sont en train de mûrir et qui vont, et c'est ça que les Asiatiques font bien contrairement à nous, devenir la meilleure version d'eux-mêmes, l'un grâce à l'autre. Des persos avec des traumas dont on a l'habitude certes, peur de l'abandon, complexe à tous les étages, mais franchement, qui ne peut pas s'identifier à ce genre de trauma, beaucoup plus crédible d'ailleurs que les maladies pas possibles qu'on se farcit d'habitude, ou les kidnappings dans l'enfance, ou quoi ou qu'est-ce. C'est pétillant, drôle, visuellement haut en couleur et joyeux, bourré de sous-entendus sexuels parce qu'ils se sont quand même bien lâchés à ce niveau, et si vous êtes au fond du trou, ou en tout cas au bord, lancez-vous, je n'ai pas pu lâcher cette série tellement c'était un gros doudou réconfortant. Brocade Odyssey. J'ai personnellement beaucoup apprécié cette série historique chinoise autour de l'artisanat du brocart et de la teinture des soieries. Une tendance en ce moment que le genre historique et artisanat traditionnel, et d'une part ce genre m'intéresse, et de l'autre le trio d'acteurs Seven Tan, Zhang Yueshang et Jin Chao avait tout pour retenir mon attention, même si je préfère prévenir que notre roi des vilaineuses crushs est très tardif à se pointer. 14 épisodes quand même, mais ne vous inquiétez pas, l'attente en vaudra la chandelle et vous aurez de quoi patienter en attendant avec Minouchet qui nous sort tous les drapeaux verts du parfait boyfriend. On peut se baigner sans surveillance et mettre plus que la tête sous l'eau. Son perso est chou à souhait, en particulier dans sa grande maladresse à faire ses déclarations. Le pitch, une fille de teinturier a pas de bol parce que son père s'est fait dézinguer sous ses yeux dans son enfance pour une histoire d'arnaque sur les tribus envoyées à l'empereur, et la famille a sombré dans la déchéance, ce qui du coup a compliqué ses projets de fiançailles avec son copain depuis l'enfance, qui la voit en cachette mais ne sera pas en mesure de lui passer la bague au doigt because entre autres manipulation d'une bitch. Mais Bichette courageuse, finaude et travailleuse va prendre sur elle après bien des déconvenues et redonner du lustre à l'entreprise familiale et à son cœur blessé grâce à ses propres talents mais aussi à l'aide d'un haut fonctionnaire qui avait flashé sur elle également dans l'enfance. Lui compliqueront la vie l'ancien fiancé qui ne lâche pas vraiment l'affaire et un businessman en goguette venu d'un royaume voisin intrigué par ses talents et qui va essayer de se la récupérer. Il y a d'excellentes scènes, de très belles images dans les visuels de décors et de costumes, et on a même le plaisir de retrouver le frère prince héritier drama queen tête à claque de Nini, donc que demande le peuple. On continue avec Blossom. J'ai une relation compliquée avec cette série chinoise qui pour moi est molle au début, molle à la fin, mais qui, contrairement à plein d'autres, a un ventre bougrement séduisant. Le milieu de la série est fichtrement excellent et met bien en valeur l'acteur. J'ai eu un peu plus de mal, je le reconnais, avec l'actrice, même si le couple fonctionne très bien. Alors déjà, je souligne que les traducteurs de titres doivent vraiment investir dans un dictionnaire de synonymes parce que c'est pas Dieu possible de nous sortir des blossoms à tour de bras. Et encore, il y en a d'autres au moment où je vous parle, donc il y en a marre. On est sur un plan reboot pour une femme mal mariée avec un con qui la trompe avec sa sœur et qui va crever en compagnie d'un beau gosse général à crinière blanche avec lequel elle aurait visiblement eu du potentiel. Et ça tombe bien du coup parce que dans l'aventure reboot, Bichette, qui garde sa mémoire, peut faire capoter son mariage malheureux, essayer de tracer sa route et coup de bol pour nous, elle va surtout recroiser sa route avec beau gosse qui est pas trop potos avec elle au début, mais ça va s'arranger. Et c'est là que ça a rencontré tout mon intérêt parce que la tension sexuelle est bien réussie et que j'ai bien aimé la manière dont le scénario les refoutait sans cesse dans la mouise avec le destin de flèches à se manger et que j'ai beaucoup ri sur toutes les situations coq-bloc que le pauvre garçon doit se taper. Par contre, j'ai trouvé bizarre qu'ils mettent autant de temps à conclure au vu de la chaude pataterie du mec qui en peut plus de sa vie, et je trouve que ça patauge de plus en plus dans le riz gluant sur la fin de la série où je me suis retrouvée à presque tout zapper. Miss Nirvana, drama air républicaine, donc vengeance au manoir et rififi concours de quéquette entre deux frangins dont un à lunettes, donc je vous laisse deviner lequel est le salopio de l'affaire, bien entendu autour d'une nénette qui était la fiancée du petit frère mais dont toute la famille se fait dézinguer quelque temps avant la noce, soi-disant sur ordre du fiancé et la laissant pour morte. Évidemment elle prévoit de se venger parce que sinon on n'aurait pas d'intrigue de drama républicain chinois et se fait refaire la face magiquement, usurpant l'identité d'une autre nénette qui épouse, oh comme ça tombe bien, le grand frère à lunettes qui est normalement pas intéressé par elle vu que, oh comme par hasard, il faisait une fixation sur la fiancée du frère. Et ça se frite et ça joue au chat et à la souris entre les deux anciens fiancés, avec le frangin à lunettes de plus en plus jaloux parce que forcément nouvelle guerre de quéquette autour du nouveau jouet. C'est secoué et toxique, c'est républicain, donc tu sais où tu mets les pieds, mais en tout cas j'aime beaucoup Garvettine à qui l'uniforme de chef de guerre sied très bien. First Choice. Autre histoire a priori dysfonctionnelle pour ce mini-drama chinois mode seconde chance où un homme d'affaires retombe sur son ex qu'il avait largué de manière assez pourrie parce qu'il n'était pas content qu'elle lui ait menti sur les circonstances de leur rencontre. Et je vais vous dire, quand vous saurez ce qu'il lui reproche au juste, vous vous direz que ce type est un sale con immature et vous aurez
aurait bien raison. C'est un sale con immature. N'empêche que ça se laisse regarder parce qu'on a les scènes spicy chaudes patates auxquelles vous vous attendez dans le genre, avec le mec qui est bien vénère mais toujours aussi con, de découvrir que la nana a une petite fille après leur divorce. Sans penser un instant, je vous dis il est con, que vu que la nana est célib, c'est probablement le sien. Bref, il la traite pas terrible, mais il est obsessionnel, possessif et jaloux, donc vous voyez le genre. Je reprocherai surtout à cette série le petit frère psychopathe qui ne sort du chapeau que pour mettre en valeur le perso masculin, qui avait quand même beaucoup à se faire pardonner. Squid Game 2. Le premier était une sacrée claque, un phénomène culturel, donc évidemment cette saison 2 de la série coréenne star de Netflix était attendue. Et que dire, le cast est toujours impeccable, ainsi que les trouvailles visuelles, le suspense toujours aussi engageant, et l'effet choc également. Il y a comme la première fois énormément de choses à analyser dans la symbolique. Je ne vais évidemment pas me lancer là-dedans en ce qui concerne le mois drama, parce qu'il y a vraiment beaucoup de choses à dire, mais le problème, et la raison pour laquelle ce ne sera pas dans mes tops, c'est que j'ai détesté la prise d'otage des fins d'épisodes et de la fin de la saison, même si je comprends ce qui est motivé derrière. Je ne dirais pas qu'il ne fallait pas faire une saison 2, mais du coup je vais réserver mon jugement en fonction de la manière dont ils vont boucler ce nouveau cycle de jeu, car du coup le commentaire ne risque pas d'être tout à fait le même. Another Miss O. Les acteurs sont bons dans cette série coréenne, mais j'ai trouvé l'histoire en fin de compte assez bof et surtout bien trop longue vu ce qu'on avait à y raconter. Le pitch, une nénette à qui il n'arrive que des emmerdes, a le même nom qu'une jeune femme qui était la star de son bahut, et ce nom en commun lui a attiré pas mal de déconvenues et de frustrations, et ce jusqu'à l'âge adulte, puisque cette confusion est à l'origine du drame perso qui vient la frapper au début de la série, et qui est le fait que son fiancé la largue la veille du mariage en lui disant qu'il ne peut plus la voir en peinture. Pour sauver un brin de dignité, la nénette demande au mec de lui laisser au moins la responsabilité de la séparation, en disant que c'est elle qui se retire officiellement du projet, ce qui va pas réjouir non plus sa famille. En fin de compte, on découvre que la raison pour laquelle la fille s'est fait larguer, c'est par l'entremise d'un ingénieur son en DEP, qui avait été lui-même largué la veille de ses noces, par l'homonyme de la nana, et qui pense se venger en apprenant à tort qu'elle va se marier. Évidemment, le destin très farceur les met en présence en cohabitation, et juste avec ça, ça suffirait, mais le scénario croit bon de nous pondre le fait que le mec a des flashs du futur, dont un accident de voiture, avec tout le sens de la mise en scène tape à l'œil que les Coréens persistent à nous imposer. En tout cas, à l'époque, parce que j'ai l'impression que c'est un peu moins flamboyant de nos jours, même si les camions et les voitures tueuses restent visiblement un gros élément scénaristique, et à mon avis, une bonne raison de ne pas être au volant ou de traverser une rue en Corée du Sud. Des bonnes scènes quand même, et mention plus à la sœur frappadingue qui délire en français, d'ailleurs pas si mal, même si d'autres persos nous la jouent yaourt. Fervent Kiss, mini-drama chinois où j'ai eu le plaisir de retrouver mon garde du corps de Romantic, ici dans un double rôle de frères jumeaux, dont l'un est à l'hosto dans le coma et dont l'autre joue soi-disant le rôle du premier après un accident de voiture qui incroyablement n'a pourtant pas eu lieu en Corée. Bien sûr, derrière l'embrouille, tout un tas de machinations autour de l'héritage de la fortune familiale convoitée par un salopio, et au milieu de tout ça, une nénette qui était fiancée autrefois au mec avec lequel elle filait le parfait amour, mais qui se fait larguer au lendemain de l'accident et se retrouve maintenant à coquiner avec le salopio qui la convoitait. Le truc c'est que la nana ne lâche pas l'affaire tant elle est convaincue qu'il se trame un truc bizarre et qu'il y a eu substitution de son chéri. Je n'ai pas beaucoup aimé l'actrice qui a un faux air de Dil Rabat, mais il y a des scènes sexy et je suis principalement restée pour l'acteur que j'aime bien et qui se retrouvait encore à jouer les handicapés après son rôle dans Exclusive Indulge. Misplacement, mini-drama chinois ère républicaine avec enquête au manoir pour une jeune chanteuse qui essaie de rentrer par la voie des concubines dans la famille qui aurait dû l'adopter dans l'orphelinat où elle avait échoué après l'assassinat de ses parents, mais où sa sœur aînée avait pris sa place et est devenue depuis l'épouse du fils de la famille, une espèce de psychopathe à lunettes dont vous voyez le tableau. Nénette ne comprend pas pourquoi sa sœur l'a trahi et n'a jamais voulu d'elle et rentre donc en infiltration mais surtout en flirtouillage et fritage avec le jeune oncle beau gosse de la famille qui lui enquête sur la mort de sa maman. C'est républicain donc c'est dysfonctionnel et sexy et l'acteur il est pas mal du tout. Dream Once More, mini-drama chinois quelque peu bordélique mais néanmoins regardable avec un mec et une nana transportés dans le scénario du jeu vidéo qu'ils étaient en train de créer mais sur lequel ils avaient des divergences artistiques. Alors qu'ils étaient adversaires dans la vie et dans les persos qu'ils incarnent, ils vont évidemment se créer des liens. Bon voilà, c'est pas oufissime mais c'est divertissant avec de bons moments villainous crush de la part du deuxième perso masculin et l'actrice que j'avais bien aimée dans Governor's Secret Love et Mimi comme Rainforest Passion. Da Gaojang le retour et rien que le titre, c'est déjà tout un poème pour ce mini-drama chinois, ambiance tropicale donc, préparez les Tahiti douches. Donc le truc c'est une nana qui tombe dans la jungle sur un mec qui joue les gardes du corps pour elle mais enquête sur la mort de son frère qui aurait été tué par le père de la nana, ce qui fait d'elle son ennemi, mais comme il se kiffe réciproquement et qu'elle lui a sauvé la vie
vie en jouant du piano au milieu de nulle part, et apparemment pas à la guerre de Lyon où le piano n'aurait pas tenu 5 minutes, et bien sur un malentendu et un abus de drogue, les voilà mariés. C'est sans compter les machinations du frère adoptif psycho-obsessionnel, et on a droit à une amnésie et tutti quanti. Bref, c'est surjoué, pas crédible, ridicule, mais comment bouder Dai Ganjiang dès le mois de janvier alors que les températures sont fraîches et que bon, ça fait du bien, voilà. Du crack. Love Trap. Pour celles et ceux qui auraient regardé mon top drama chinois de 2024, j'ai cité cette série dans ma rubrique Air républicaine parce que c'est pas Dieu possible les scènes d'une intense chaude pataterie qui nous sont données au début de la série. J'en ai craché plusieurs fois ma tisane et envoyé des captures d'écran à ma copine Aurélie parce qu'on n'en a pas l'habitude, hein, très clairement, d'avoir des trucs comme ça. Malheureusement, sur la suite, ça se barre en sucette, mais la première moitié du drama, vengeance au manoir oblige évidemment, est jubilatoire dans sa manière de faire appel à tous nos clichés les plus spicy et osés en matière de sexy qui piquent les yeux, version dysfonctionnelle toxique bien sûr. Alors la nana est en mission au début déguisée en pute dans un plan de vente aux enchères pour une nuit d'amour, mais se fait racheter à la dernière minute par un ennemi qu'elle n'avait pas calculé, un beau gosse dont elle avait brisé le cœur, la vie et tué le paternel et qui du coup en a gros sur la patate après s'être changé son identité et refait une santé. Pépère va lui en faire baver grave et du coup nous faire baver aussi au passage. Tout y passe dans le côté je te hais tellement que je pourrais en mourir. On est là pour ça. Enjoy, en tout cas enjoy principalement la première partie. Les flops. Je constate qu'il y en a eu un peu moins que les mois précédents, mais alors encore une fois c'est sans compter tous les trucs que j'ai mis sur la bande d'arrêt d'urgence tellement en fait je n'ai pas accroché. Je citerai ce mois-ci Red Swan, retour d'un acteur qui est chouchou de plein de monde dans une série coréenne sur Disney+. Alors bizarrement ça n'est pas un de mes chouchous, je trouve qu'il est souvent abonné au rôle de sale con, et il s'agit de Rain, acteur à la plastique avantageuse et très bien dans les scènes d'action, je le reconnais. Une ancienne joueuse de golf est devenue l'épouse d'un fils de Chaebol et joue les ambassadrices de bonne volonté. Mais elle est ciblée dans un attentat terroriste et en réchappe de peu grâce à un mec qui enquête sur les types qui l'ont prise pour cible et qui devient son nouveau garde du corps. Alors que les dangers la menacent de toutes parts et que c'est la pétaudière dans sa vie de famille apparemment si lisse où pas mal de secrets et de saloperies couvent joyeusement, les deux se rapprochent et on a un poil d'alchimie mais pas autant qu'on aurait pu s'y attendre. Et en vrai on a vite fait de s'ennuyer, peut-être dû au jeu de l'actrice, je sais pas, mais ça manquait de souffle tout ça, sans parler d'un certain nombre d'incohérences dans tout le machin. The Silent Wife, mini-drama chinois qui n'allait clairement pas faire le poids face à When the Phone Rings dans la catégorie J'ai épousé une muette. Alors je ne suis pas contre du torture porn, mais j'ai quand même mes limites et je n'en pouvais plus de la manière dont la nénette subissait tout et n'importe quoi de la part de son sale con de mari depuis 3 ans. J'avais presque envie moi aussi de coller une claque à la fille pour la faire réagir et planter le mec là. Bon, le pitch c'est une bichette qui est mariée en secret à un connard amnésiaque qui est amoureux d'une fille en coma à l'hosto qui lui aurait sauvé la vie et qui demande à sa femme de régulièrement donner son sang pour maintenir la connasse en vie à l'hôpital. Il traite évidemment son épouse comme une merde et Bichette supporte tout parce que c'est pas sa faute s'il a une amnésie et qu'elle se souvient de comment ils étaient bien gentils, bien amoureux avant l'accident. Bon, évidemment, Pépère a faux sur toute la ligne et est possessif et jaloux envers elle alors qu'il n'arrête pas de clamer ses grands dieux qu'il ne l'aime pas et c'est très dur à regarder en fait. Vous me direz, comme dans When the Phone Rings, et c'est vrai qu'il y a pas mal de points communs entre les deux séries, mais non vraiment, parce que l'attitude glaciale du mec dans When the Phone Rings, aussi con soit-elle, n'a absolument rien à voir avec la cruauté mentale et physique et les humiliations perpétuelles que ce sale type inflige à la fille. Donc amnésiaque ou pas, il y a une aptitude à la cruauté qui est quand même pas normale et qui sont pour moi un red flag majeur. Et que le rabibochage et les explications ne compenseront pas, je suis désolée. Lovely Still. Bon alors j'ai l'impression que j'ai regardé ce mini-drama chinois comme de la peinture en train de sécher tellement ça m'a laissé zéro impression, à part le recyclage du thème de Dreaming Back to the Qing Dynasty. Bon, c'est un peu comme Fervent Kiss au niveau de la question de la double identité. On a une nana qui tombe amoureuse d'un mec sur lequel elle tombe par hasard et qui est un espion. Mais alors que tout roule pour eux et qu'ils sont sur le point de convoler, il meurt dans un accident de voiture le jour des noces et quelques temps plus tard, elle retombe sur son sosie sans lunettes et essaie de savoir si c'est le même mec ou pas. En vrai, les acteurs ne sont pas épouvantables, mais bon, l'histoire est pas terrible non plus. Les Ningyi d'or. Une fois n'est pas coutume, je vais quand même faire une mention spéciale à l'ensemble du cast de Squid Game parce qu'ils sont tous bons et intéressants là-dedans. Mais en ce qui concerne notre sélection habituelle, meilleur acteur, côté Corée, Yoo Yeon-sok qui m'avait fait forte impression dans la série Mr. Sunshine, fait amusant parce que du coup 2 des acteurs de cette série figurent dans le top 10 mois puisque l'autre est dans le cast de Squid Game. J'avais été bien marquée par son rôle de samouraï qui donnait les scènes les plus sexy de la série et parmi les plus jolies scènes érotiques, catégorie tension sexuelle, que j'ai pu voir ces dernières années. Du coup, joie bonheur de le retrouver en tête d'affiche de When the Phone Rings où il est, je dois dire, tout aussi électrisant. Côté chinois, je fais une accolade à mon gentil petit minouche
Shea Yang-ju Chang, qui en plus de pirouettes et scènes d'arts martiaux qu'il réussit très bien, nous donne d'excellentes scènes avec sa partenaire Seven Tan, mais avec qui n'a-t-elle pas d'alchimie cette actrice, on se le demande. Meilleure actrice, et bah du coup côté Shin, Seven Tan, parce que voilà, c'est une de mes chouchoutes et elle me déçoit rarement, même si j'aimerais la voir jouer des rôles un peu plus complexes, parce qu'en fin de compte j'ai l'impression qu'elle est quand même toujours castée dans le même profil de fille bien indépendante et courageuse, ce qu'elle fait très bien, mais c'est quand même souvent un chouïa trop lisse. Côté Corée, je mentionnerai l'adorable Pyo Ye-tin, qui est mon coup de cœur du mois en Cendrillon revisité de Dreaming of a Freaking Fairy Tale. Meilleur acteur dans un second rôle, je pense que vous verrez venir d'assez loin, même en temps de brouillard, Tin Chao, parce que voilà, c'est mon spécialiste de bâtard amoureux. N'empêche que des fois, on aimerait bien qu'il finisse par pécho le pot. Meilleure actrice dans un second rôle, une des reines incontestées pour moi, c'est l'excellente Kim Mi-kyung, sur laquelle on peut toujours compter en maman duel une personnalité frappadingue. Ici, dans Another Miss O, où elle est toujours une valeur sûre. Meilleure musique, très jolie interprétation de Mao Bouyi sur le titre principal de la série Broken Odyssey, qui a une bande originale soignée, même si un peu trop classique et du coup pas forcément marquant. Pour une fois, je fais aussi un clin d'œil à un thème coréen, See the Light dans When the Phone Rings, même si comme souvent dans les bandes originales coréennes, on y va quand même à la truelle dans le sirupeux. Meilleure scène, bien sûr, on relance le calendrier des torse-poils, et pas possible de commencer l'année sans les feuillages du king du genre, soit le retour de Dai Gao-jang. Mais on aura aussi Jung Ye-chang qui s'y colle avec un joli effet pudique derrière un panneau, qu'on retrouve également dans Blossom. Dream Once More. Misplacement. Love Trap. Red Swan et le retour des abdos de Ren. First Choice, un bon titre pour ma séquence torse-poil du mois drama parce que c'est quand même souvent du premier choix. When the Phone Rings, j'aurais pu quand même mettre un peu plus la dose. Another Miss O. Lovely Still. Dreaming of a Freaking Fairy Tale.
Et enfin, Miss Nirvana. Bref, ça commence sur les chapeaux de roue pour cet incontournable du mois drama, et plus ça va, et moins je vais avoir de place pour vous parler des meilleures scènes. Je vais vous passer Squid Game qui fait très bien son taf en visuel marquant et en cliffhanger qui tue, et je vais me concentrer sur les sujets habituels avec, dans Miss Nirvana, un joli bisou et une scène bien sexy. Dans Love Trap, on sort les gros flingues pour des scènes franchement culottées au début de la série, une tension sexuelle de malade, ainsi qu'une scène bien angst dans la neige. Dans Love Your Enemy, la scène du pantalon. Dans First Choice, la scène du phare. Dans Dreaming of a Freaking Fairy Tale, la scène d'urgence pipi qui va transformer le mec un peu con en chevalier servant improbable. La séance d'entraînement et bien sûr la scène de la salle de bain qui nous donne une belle glissade bisou, et ça faisait longtemps que j'en avais pas apprécié une. Et un beau bisou plaqué mur angst dans Another Miss O. Pour les tops, on va se partager entre la magnifique déclaration et le bisou raté de Brockhead Odyssey et une succession de scènes hyper chou entre les deux acteurs, mais bien sûr les beaux moments vus une scrunch de foufou, dont la scène de carrosse et la scène de colère. Pour Blossom, que je n'oublie pas, la scène où il essaie de savoir si elle est la femme qu'il cherche, la scène où il l'interroge sur ses intentions d'épouser ou pas l'autre con et lui dit « on verra bien ». Oh, le feeling, waouh que c'est sexy, avec ma scène préférée qui est celle de la prise de mensuration. Le type est au bout de sa vie tant il pense toucher enfin au Graal, et peut-être qu'elle va lui toucher au calbut alors qu'il reste dans la frustration absolue. C'est un bijou cette scène. Et puis bien sûr on termine avec When the Phone Rings qui nous accumule au début de sacrés cliffhanger et scène putaclic. La fin du 1 avec la tension du mec, la scène où il veut vérifier son grain de beauté sur la cuisse, et du coup les deux bisous qui sont assez sympatoches ma foi. Voilà pour ce premier mois drama de 2025 où vous constaterez le retour en force de la team Corée, je vous l'avais dit d'entrée de jeu. À l'heure où j'enregistre, il se passe plein de choses dans des sorties que beaucoup de monde guettait depuis un bail, comme Moonlight Mystique par exemple, mais pour l'instant c'est pas forcément une grande réussite pour moi. Je tiens à dire que pour l'instant mon coup de cœur obsessionnel du moment, en espérant que ça ne finisse pas par pédaler dans le riz cantonais, mais j'ai quand même bon espoir, c'est Flourished Peony qui pour l'instant est un régal et une magnifique occasion de revoir le couple Lycienne et Yang Ze qui était si attachant dans Go-Go Squid, avec enfin un rôle moins lisse pour l'excellent Miles Way, et vous savez que ça fait un moment que je dis qu'il a besoin d'un rôle de bâtard. On verra le mois prochain si j'ai été déçue au final ou si c'est un plébiscite complet. En tout cas, merci d'avoir suivi cet épisode. Que regardez-vous en ce moment? Je suis curieuse de le savoir. Quels ont été vos coups de cœur ou vos coups de gueule? Merci de liker, partager, commenter. On se retrouve le mois prochain. Bon binge watch!